en préparation à cette mission qui s'est déroulée au Canada, nous avons fait une mission exploratoire au Cameroun. C'était de rencontrer des responsables de destination au niveau local, parce que c'est à ce niveau-là que le CED intervient. On a vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt. En fait, on a même eu l'occasion de tenir un séminaire dans la capitale. Il y avait un grand intérêt de voir comment on peut, lorsqu'on est responsable d'une commune ou d'une région, comment on peut organiser le tourisme au niveau local. Les taxes douanières imposées depuis la prise de pouvoir de la section de M. Donald Trump, le Canada s'est vu désormais face à des nouvelles impositions. De nombreux Canadiens ont dit « nous n'irons pas comme touristes aux États-Unis », alors qu'il y avait des millions de Canadiens qui avaient voyagé aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, mais il va y avoir une baisse très significative des Canadiens vers des destinations américaines. Maintenant, les Américains, évidemment, le Canada n'a pas dit qu'on va vous relaxer, donc il n'y a pas ce problème-là. Docteur François Bédard, merci de nous retrouver sur notre plateforme Écho du Territoire sur YouTube. Avec plaisir. Merci de l'invitation. François Bédard, vous êtes un acteur majeur du tourisme au Canada, enseignant de tourisme, mais davantage le fondateur, ou alors parmi les fondateurs du Centre mondial d'excellence des destinations. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est exactement le Centre d'excellence mondiale des destinations? Donc, c'est une initiative d'un groupe de professeurs du département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Et ça a été créé en 2007 avec le concours de ONU Tourisme. À l'époque, ça s'appelait l'Organisation mondiale du tourisme et National Geographic, d'autres organisations internationales, universités. Et pour, en fait, contribuer, notre mission, c'est très simple, c'est de contribuer à mener les destinations du monde entier vers l'excellence. Et vous existez depuis un moment déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réalisations que vous avez pu effectuer dans le cadre de vos missions? Bon, d'abord, il faut dire qu'on a été invité par des responsables de destination dans toutes les régions du monde. L'OMT, l'ONU Tourisme, reconnaît 5 grandes régions, que ce soit l'Afrique, les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie. Et on a eu l'occasion d'être invité dans l'ensemble de ces régions-là, nommément en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, en Europe, c'était au Portugal, en Andorre, et puis plusieurs destinations en Amérique latine, au Mexique, par exemple, la ville de Mexico, la Riviera Maya, et bien sûr, plusieurs destinations au Canada. Parmi ces destinations, vous avez bien cité l'Afrique, où vous avez été, si je ne m'abuse, en janvier 2024. Vous avez sillonné quelques destinations au Cameroun particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qui vous a frappé au Cameroun? Alors, peut-être expliquer ce qui nous a amené au Cameroun, c'est que le mode d'opération de ce Centre mondial d'excellence de destination s'appuie sur un réseau mondial d'une 50aine d'experts en destination touristique à travers le monde. L'Afrique, en fait, c'est le continent où nous en avons le plus, dont, entre autres, un partenaire au Cameroun. Le Madel Canada. Vous avez été invité par le Madel Canada au Cameroun et la mission d'apprentissage sur le tourisme et le développement local. Exactement. Alors, donc, en préparation à cette mission qui s'est déroulée au Canada, nous avons fait une mission exploratoire au Cameroun qui nous a amené à visiter disons, plusieurs villes, la métropole, la capitale et puis certaines régions. On a été... Douala, vous avez été à Douala, vous avez été à Bacham dans la région de l'Ouest. Voilà. Et vous avez également été à Yaoundé. Oui, tout à fait. Et donc, c'était une mission qui nous a permis
de rencontrer plusieurs intervenants touristiques et ce qu'on a trouvé fort intéressant, c'était de rencontrer des responsables de destination au niveau local, parce que c'est à ce niveau-là que le CED intervient. Et donc, on a vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour cette mission qui était organisée, la MADDEL. En fait, on a même eu l'occasion de tenir un séminaire dans la capitale, préparatoire, avec l'ensemble des maires, mairesses, responsables d'entreprises privées, bien sûr représentants du ministère. Le tourisme et des loisirs. Et des loisirs, pour donc présenter les grandes lignes de cette mission qui s'appuie sur une démarche qu'on appelle le SMED, qui est un système de mesures pour l'excellence des destinations. On en parlera dans le cadre de cette mission. Vous avez également rencontré Madame la haute-commissaire du Canada au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire, après cette visite et cet atelier qui vous a permis de vous frotter un peu aux réalités du développement touristique au Cameroun, du développement local à travers les maires qui étaient présents, qu'est-ce que vous avez perçu comme similitude, s'il y en a, entre la destination du Cameroun et les destinations canadiennes? Je dirais que d'abord, la similitude, c'est de porter un intérêt sur développer des destinations au niveau local. Au Canada, c'est une pratique que nous avons depuis plusieurs années. Donc, autrement dit, d'avoir une planification au niveau national. Ensuite, nous avons des régions qu'on appelle des provinces au Canada. Et ensuite, dans ces régions-là, il y a des sous-régions et même au niveau local. Ça, c'est le mode de fonctionnement du tourisme au Canada et dans d'autres régions du monde. Maintenant, ce qu'on a observé au Cameroun, c'est une nouvelle politique au niveau national de décentraliser disons, l'activité, le secteur tourisme au niveau local. Donc, ce qu'on a perçu, c'était l'intérêt, c'est quelque chose qui est nouveau, du moins qu'on nous a dit pour ce qui est du Cameroun. Donc, il y avait un grand intérêt de voir comment on peut, lorsqu'on est responsable d'une commune ou d'une région, comment on peut organiser le tourisme au niveau local. Et c'était le but, en fait, de cette mission, c'était de voir, oui, bien sûr, on peut parler de tourisme au niveau national, mais toute l'action du CED se déroule là où se passe l'expérience touristique. Et par définition, l'expérience touristique, ça se passe dans un lieu spécifique, donc on appelle la ville, la commune. Et ça, c'est, on peut dire, une grande différence entre le Cameroun et le Canada parce que c'est une pratique au Canada que nous avons depuis de nombreuses années, mais qui est nouvelle. Cette pratique est nouvelle dans le contexte du Cameroun. Les maires que vous avez rencontrés dans le cadre de la MADDEL se sont ensuite retrouvés au Canada, dans le cadre de la MADDEL Canada, à Lac-Mégantic, qui est une destination que vous connaissez très bien, sur laquelle vous avez travaillé, notamment avec la MRC du Granit. Et vous avez expérimenté à Lac-Mégantic, dans cette région de Mégantic, le SMED. Parlez-nous du SMED. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'abord, c'est un acronyme, qui est une abréviation qui veut dire le système de mesure pour l'excellence des destinations. C'est une démarche. Et lorsqu'on parle de mesure, c'est dans le sens de quelles sont les actions qui doivent être prises par les responsables, les différentes parties prenantes d'une destination pour structurer, organiser et améliorer la performance de la destination. Donc, c'est important de dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un label, parce qu'un label, tous les labels fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire les critères, des indicateurs, tu les rencontres, tu as le label, tu ne les rencontres pas, tu n'as pas le label. Nous, on garde nos racines de formateurs. Le centre d'excellence a été créé par des professeurs. Donc, notre démarche s'inspire beaucoup d'une démarche de ce qu'on appelle une formative. Donc,
comment on peut, quel que soit le niveau à partir duquel on bâtit notre destination, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer? Parce qu'évidemment, on peut toujours s'améliorer. Donc, la démarche comprend une dizaine de points. Donc, mais le but, c'est d'amener le maximum de parties prenantes au sein d'une destination à collaborer, à travailler ensemble et à faire en sorte que, comme une équipe, si on peut dire une équipe de sport, comment chacun, on a des positions différentes, on a des rôles différents, mais pour gagner, il faut avoir un plan de match, il faut travailler en équipe. Alors donc, la démarche du SMED s'inspire beaucoup de cette démarche-là où chaque partie prenante au sein d'une destination, et il y en a beaucoup, souvent on oublie, parce que c'est l'effort de toute une communauté. Lorsqu'on parle d'une destination, on parle de mettre en tourisme toute une communauté. Donc, c'est ce que les maires et mairesses et toute la délégation du Cameroun qui est venue à Lac-Mégantic ont pu voir comment, en pratique, cette démarche avait été implantée dans la région de Mégantic, couverte par la MRC du granit. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que la MRC du granit a pu obtenir de palpable à l'issue de ce SMED, de cette prise en main par le CED? Est-ce qu'il existe des indicateurs qui nous permettent de dire aujourd'hui que oui, il y a eu une avancée dans le développement touristique dans cette région grâce au SMED? Tout à fait. Disons, le SMED a été implanté, ils ont invité, donc nous allons toujours dans les endroits qui nous invitent, qui veulent faire la démarche. Ça a commencé en 2017. Ils sont venus en 2023, la délégation. Et au cours de cette période-là, la région de Lac-Mégantic a connu un grand développement en termes de structuration de l'offre. C'est la première chose qu'il faut s'occuper. Ensuite, en termes d'achalandage, il faut dire que la pandémie a été très favorable, curieusement, pour les régions rurales. La raison étant que les gens ne pouvaient pas voyager à l'étranger. Et les grands marchés émetteurs de touristes sont bien sûr les grandes villes. Alors, comme ils ne pouvaient pas voyager à l'étranger, ils ont recherché des destinations rurales, nature, où là, à ce moment-là, ils pouvaient voyager en toute sécurité. Donc, la pandémie a été, pas seulement pour la région de Mégantic, qui était une région rurale, mais pour la majorité des régions rurales, ça a été très, très bien. Il y a eu une augmentation en termes d'offres touristiques, entre autres un nouvel hôtel, qui est un hôtel de chaîne, qui appartient à la chaîne Wyndham, qui a été mis en place. Mais au-delà de je peux dire, de l'augmentation de l'offre touristique, où il y a eu le plus grand changement, ça a été d'amener les différentes parties prenantes à travailler ensemble, à se rencontrer, à se concerter, alors qu'autrefois, chacun s'occupait de son affaire, de business, et ne prenait pas la pleine mesure du travail de collaboration. D'ailleurs... Est-ce que vous voulez dire que le SMED a venu instaurer une sorte de synergie entre les acteurs locaux du développement local au niveau de la région de Mégantic? Tout à fait. Et un de mes collègues, il a fait même une thèse de doctorat sur quels sont les critères de succès d'une destination touristique. Je la résume. Il y a quelques critères que j'ai retenus qui sont tout à fait applicables au SMED. C'est applicable au Canada, c'est applicable au Cameroun, partout dans le monde. Si on veut avoir du succès, les gens doivent se connaître et ils doivent être compétents dans ce qu'ils font. Ils doivent se sentir interdépendants et se sentir complémentaires et travailler autour d'un leader qui est ce qu'on appelle communément l'organisme de gouvernance ou de gestion de la destination. Et ce sont ces éléments-là qu'en travaillant avec le SMED et en amenant les parties prenantes à travailler ensemble, on s'est inscrit dans ces critères de succès. Donc, le succès était au rendez-vous. Et c'est ce qu'on a
passer comme message aux gens qui ont participé à la Maddel Canada, c'est l'importance de se connaître, de se concerter et d'être très conscient que si on travaille de façon isolée, on ne gagnera pas. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'on a démontré, et c'est ce qui a été mis en action dans la région de Mégantic depuis 2017-2018, et vous avez vu les résultats quelques années plus tard, ça ne prend pas beaucoup de temps. Dès qu'on fait les bonnes choses, c'est pas long qu'on commence à avoir des résultats tangibles. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le CED, en tant que partenaire de la Maddel, a recommandé expressément la région de Mégantic. Et on peut le voir en image, cette entente que vous avez signée avec les maires venant du Cameroun dans le cadre de la Maddel. Alors, en quoi consiste cette entente? En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est quel mode de contrat que vous avez eu à signer avec les maires participants de la Maddel Canada? Le centre d'excellence, on n'agit pas, on ne fonctionne pas comme des consultants. Donc, la première chose que l'on signe, c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs dans le monde universitaire ou même dans les grandes organisations internationales. On signe ce qu'on appelle une entente de coopération. En anglais, ils disent MOU, Memorandum of Understanding. Donc, on a eu le plaisir de signer une telle entente de partenariat avec 6 en fait, toutes les communes qui étaient présentes et participantes à la Maddel Canada. Par la suite, et ça, l'entente de principe, de partenariat, c'est une déclaration comme quoi on s'entend sur des valeurs. Quel type de destination, quel type de tourisme on veut promouvoir. Juste pour les rappeler, d'ailleurs, elles sont énoncées dans l'entente. Un, c'est une forme de tourisme qui met en valeur le caractère géographique d'un lieu, sa culture, son patrimoine, son esthétique et le bien-être des résidents. Très important. C'est pour ça qu'on associe, d'ailleurs, le titre du projet est excellent, on associe le tourisme au développement local. Donc, ça doit participer et contribuer au bien-être des résidents. Donc, l'entente de partenariat est une déclaration comme quoi nous nous entendons sur les valeurs. Par la suite, lorsque une municipalité est prête à passer à l'action, c'est-à-dire à implanter la démarche du SMED chez eux, alors là, c'est vrai au Cameroun, c'est vrai partout au monde, parce qu'on a une 50aine d'experts. C'est toujours l'expert local qui va faire l'accompagnement de la commune qui veut implanter le SMED. Parce que d'une part, le partenaire local est toujours là, connaît la langue, connaît la culture, et donc c'est un accompagnement qui fait en sorte que c'est continu, parce que le partenaire est local. Ce n'est pas un consultant qui vient du Canada ou quoi que ce soit. Ça, c'est très, très important parce que, étant donné que l'entente de partenariat, il y a un début, mais il n'y a pas en soi une fin à être renouvelée. On veut toujours créer un partenariat à long terme parce que même après avoir implanté la démarche du SMED qui peut prendre environ 4 mois, eh bien, par la suite, il y a un suivi. Et puis, après 3 ou 4 ans, 5 ans, les recommandations d'amélioration qui sont sorties de la démarche du SMED, les destinations sont intéressées à voir, pouvez-vous venir faire comme un genre d'audit qui permet de mesurer la progression qu'il y a eu. Et ça me fait penser que pour la région de Mégantic, quelques mois après la Maddel, ils ont été intéressés à dire nous souhaitons avoir un audit. Et effectivement, c'est là qu'on a pu mesurer la progression que la destination avait réalisée entre 2017-2018 et 2023. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi le CED, le Centre mondial destination, s'est-il intéressé à la mission africaine de tourisme, d'apprentissage sur le tourisme de développement local? Qu'est-ce que vous voyez d'intéressant dans cette mission pour un acteur
de tourisme, un expert en tourisme que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a de bénéfique dans une telle mission? Bien, d'abord, cette mission s'inscrit parfaitement dans notre mission, disons, du centre. Oui. Peut-être dans votre question, c'était quelle était en fait l'idée, pourquoi il y a un centre d'excellence de destination? Motivation. Qu'est-ce qui motive le centre? C'est que j'ai eu l'occasion comme professeur de faire une année sabbatique à l'Organisation mondiale du tourisme au début des années 2000. Et là, je voyais que, bon, c'est bien sûr par sa nature, l'Organisation mondiale du tourisme regroupe des ministres du tourisme. Donc, très souvent, c'est au niveau politique, au niveau énoncé, etc. Mais moi, je disais, si les pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme veulent vraiment aider le tourisme chez eux, ils doivent s'intéresser aux destinations au niveau local. Pas strictement s'intéresser aux grandes pratiques touristiques. Le mot destination n'était pas vraiment là. On parlait de grandes activités, d'activités. Mais les activités ne peuvent pas vivre par elles-mêmes. Les activités sont incarnées dans un lieu, dans une communauté. Et alors, donc, c'est là qu'on a commencé à dire, parlons de destination au niveau local. Et on disait, et on dit toujours, le tourisme, c'est l'industrie du 21e siècle. Il y a un grand potentiel pour toutes les régions du monde, dont l'Afrique. Mais, curieusement, il n'y avait pas de centre d'excellence sur les destinations. En 2007, ça n'existait pas. Il y avait des centres d'excellence dans plusieurs secteurs, que ce soit l'agriculture, la chimie, la physique, plein de domaines où il y avait des centres d'excellence. Donc, on a dit, on n'a pas créé un centre d'excellence sur les destinations, étant entendu une destination où se vit l'expérience, donc au niveau local, pour aider justement ces acteurs touristiques au niveau local à structurer leur offre, à mobiliser les acteurs locaux et puis à faire un développement qui est durable, qui est responsable, donc qui veut dire qui va contribuer au bien-être des résidents. Alors, c'est comme ça que c'est parti et c'est la mission que l'on mène depuis. Et je peux vous dire que ça a suscité de par le monde beaucoup d'intérêt d'avoir cette approche destination plutôt que d'avoir une approche strictement produit. Pas qu'on est contre les produits, mais on dit les produits s'incarnent et vivent dans une destination et le produit ou l'opérateur, l'entreprise, a besoin a besoin du support de l'endroit où ils sont situés parce que son succès commercial est tributaire de la qualité, de l'attractivité de la destination où son entreprise est située. Ça paraît assez évident, mais ce n'était pas clairement exprimé que c'était le cas. Alors, quelle était la motivation principale de l'engagement de CED à la MADEL Canada, si on peut le dire? Quel est l'intérêt que vous voyez dans ce type de mission pour et les destinations canadiennes et les destinations africaines? On voit un très, très grand potentiel du développement du tourisme en Afrique au 21e siècle. Il faut dire qu'il y a des destinations africaines où le tourisme est là depuis fort longtemps. Pour en nommer quelques-unes, on a juste, par exemple, la région nord, que ce soit le Maroc, la Tunisie, ils sont dans le domaine du tourisme depuis fort longtemps, puis avec une grande progression depuis après la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique du Sud, pour prendre une région, disons, en Afrique australe, ou encore en Afrique de l'Est, on a juste à penser aux îles Vanille. Là, eux autres aussi ont une grande tradition, c'est surtout du tourisme, disons, balnéaire, sauf que dans les grandes tendances de développement touristique, il y a une grande tendance sur ce qu'on appelle le tourisme culturel, qu'on retrouve dans les villes, les villages. Le tourisme où on met en valeur notre mode de vie, notre gastronomie, notre histoire, etc. Et bien sûr aussi du tourisme de nature. Et là, c'est là on voit qu'il y a un potentiel, en fait, illimité lorsqu'on regarde toutes les régions africaines
et leur population qui est en une croissance incroyable, donc leur ville, leur village, leur commune, il y a un très, très grand potentiel. La richesse est énorme, il y a une grande diversité, une grande différence. Et en tourisme, plus il y a de grande diversité, plus c'est différent d'un pays à l'autre, mieux c'est. C'est pas. Dans le domaine du tourisme, la différence, c'est un plus, c'est pas un moins. C'est un atout. C'est un atout. Alors voilà, donc, on voit un très grand potentiel et, disons, je dirais que dans notre cinquantaine d'experts dans le réseau mondial, c'est l'Afrique où on en a le plus. Donc, on est très motivés parce qu'on en a en Afrique du Nord, on en a en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, et puis l'Afrique centrale, bien sûr. Et puis, disons, notre partenaire qui est à Maurice, donc dans les îles Antilles, couvre également l'Afrique australe, donc autrement dit, dans le sud. Alors donc, on voit un grand potentiel. On a fait aussi plusieurs interventions de type colloque, conférences, séminaires avec nos partenaires en Afrique, parce qu'au-delà de partenaires, d'abord nos experts, et aussi de partenaires destination, il y a également des universités qui nous ont invités, le CED, sachant qu'on est issu du monde universitaire, pour faire des colloques, des conférences, des séminaires. Et on voit qu'en Afrique, c'est très dynamique. C'est très dynamique. C'est devenu encore plus dynamique avec les grandes stratégies de décentralisation qu'on observe dans plusieurs pays africains. Tout à fait. C'est d'ailleurs l'actualité en Afrique aujourd'hui, cette tendance à transférer les pouvoirs dans des collectivités territoriales décentralisées, ce qui pourrait être une bonne chose pour les populations locales qui ont besoin aussi des politiques touristiques adaptées à leur réalité et à leurs besoins réels. Eh bien, la Madel Canada, dans sa prochaine édition, va beaucoup plus s'accentuer sur l'hébergement touristique. Alors, vous êtes un expert en tourisme. Quelle est la place de l'hébergement dans le développement du tourisme? Une destination, c'est composé de 4 grandes parties. Il y a bien sûr le lieu, qui est très important. On retrouve la population, la culture, le patrimoine naturel, immatériel, etc. Il y a une gouvernance, il y a des activités et les services. Or, les services, dans les services, on parle de l'hébergement, on va parler de la restauration, on va parler des transports, de la distribution. Mais l'hébergement, super important, c'est un service fondamental. Si vous voulez recevoir des visiteurs, les visiteurs doivent bien, il faut qu'ils se logent, il faut qu'ils se nourrissent. Absolument. Du motif d'être là. Donc, l'hébergement, super important. Maintenant, lorsqu'on parle d'hébergement, c'est bien sûr qu'il y a il y a toute une gamme de types d'hébergement. Alors, une destination qui est d'assez grande taille, c'est sûr que s'ils offrent une gamme de destinations, d'hébergement, que ce soit, disons, l'hôtellerie, la grande hôtellerie, la petite hôtellerie, des auberges, peut-être des bed and breakfast, d'hébergements insolites, etc. Donc, mais c'est fondamental. Et lorsqu'on parle d'hébergement, automatiquement, on parle d'investissement, on parle de retour sur l'investissement, on va parler de quels sont les programmes d'aide pour aider, disons, à réaliser ces investissements-là. Aussi l'impact sur l'environnement. Et puis, bien sûr, exactement. Donc, cette autre édition de la Madel portant sur l'hébergement, je pense que ça porte sur une des composantes essentielles dans le domaine des services d'une destination, c'est-à-dire d'avoir une offre d'hébergement qui va correspondre aux visiteurs que nous allons recevoir. Que diriez-vous, docteur François Bédard? À quel moment intervient l'investissement hôtelier dans le développement d'une destination, en amont ou en aval, selon vous? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de destinations qui se sont développées en pensant hébergement en premier. Et les hébergements, donc, ont été construits, mais ils n'ont pas vraiment bâti la destination, l'attractivité en même temps. Donc,
ce qui arrive, c'est que l'hébergement est là, puis c'est des investissements coûteux, mais la destination n'est pas attractive. Il manque plein de choses. Donc, je pense qu'il faut que les deux choses soient en même temps, ou presque. Parce que il y a beaucoup de destinations qui vont se dire, ah, on va développer l'hébergement, donc notre destination va se développer. Non. Parce que je connais peu de monde dont la motivation, c'est de dire, je vais aller coucher ailleurs. C'est pas ça la motivation. La motivation, c'est que je vais aller ailleurs. Et parce qu'il y a quelque chose de très intéressant ailleurs. Et comme je vais être là et pendant mon séjour, je dois m'héberger. Donc, c'est l'erreur qui a été faite à certains endroits de dire le tourisme, ça va être l'hébergement. Non. Le tourisme, c'est la destination qui est attractive, qui a des activités à l'intérieur de laquelle il faut, bien sûr, si on reçoit des gens, les loger. Mais il faut que ça ne peut pas être ni en amont ni en aval. C'est quelque chose qui doit être en parallèle, fait en même temps. Il faut que ça doit aller ensemble. Oui, pour pas que des gens qui vont faire des investissements importants, ou même des fois, c'est des gouvernements qui ont bâti des réseaux d'hébergement, mais en tout cas, bref, il y a aussi de plus en plus dans le secteur privé, pour pas qu'ils se retrouvent avec des investissements importants dans une destination, dans un lieu, dans une ville qui n'a pas pris toutes qui n'a pas fait toutes les démarches pour être une destination attrayante, attractive. Alors, les deux doivent vraiment être faits en parallèle. François Bédard, on va poursuivre cet entretien en parlant d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins d'une tension plutôt croissante entre les États-Unis d'Amérique et le Canada au sujet des taxes imposées, des taxes douanières imposées depuis la prise de pouvoir, la session au poste de président des États-Unis d'Amérique de M. Donald Trump. Le Canada s'est vu désormais face à des nouvelles impositions qui attristent l'opinion canadienne et beaucoup plus des déclarations énervantes, à tout le moins, de Donald Trump, qui ont créé une sorte de tension entre les deux pays. Est-ce que vous pensez que cette situation aura un impact sur le tourisme entre le Canada et les États-Unis d'Amérique? Ben, ce qui est déjà connu, c'est le fait qu'au-delà des tarifs, c'est que le président américain a souvent exprimé son souhait d'annexer le Canada. Alors, imaginez-vous qu'un pays qui est souverain, son voisin dit « J'aimerais bien t'annexer, que tu deviennes un État ». Alors ça a été très mal reçu. Puis ça serait mal reçu partout. Et donc, automatiquement, de nombreux Canadiens ont dit « Nous n'irons pas comme touristes aux États-Unis », alors qu'il y avait des millions de Canadiens qui allaient voyager aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, mais il va y avoir une baisse très significative des Canadiens vers des destinations américaines. Maintenant, les Américains, évidemment, le Canada n'a pas dit qu'on va vous annexer. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, les conflits, parce qu'il y a des tarifs, comme c'est une attaque commerciale des États-Unis vers le Canada, évidemment, le Canada se défend, donc il va y avoir aussi des tarifs du Canada vers les États-Unis. Alors, c'est bien sûr que ça va affecter des familles américaines. Et donc, si ça crée une tension, peut-être que ces deux pays-là qui se visitaient énormément vont peut-être moins se visiter. Mais au-delà de ça, la guerre commerciale, tous les économistes le disent, ça va créer de l'inflation et tout va coûter plus cher. Or, si ça coûte plus cher et que ton budget n'est pas extensible, ça veut dire que tu as moins de revenus discrétionnaires. Et la première chose que tu coupes lorsque tu as moins de revenus discrétionnaires, bien évidemment, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'hébergement, c'est le tourisme, c'est le voyage. Donc, si la guerre commerciale est très forte et que ça crée de l'inflation et que les gens s'appauvrissent, eh bien, ça va être vrai pour tout le monde. Les gens qui sont à des revenus, disons, moyens, ils n'auront plus les moyens de voyager. Ça, il faut s'attendre à ça parce que c'est
connu. Si j'ai moins de revenus, si j'ai moins de revenus discrétionnaires, je n'ai pas les moyens de voyager. Entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, quelle est la destination qui, selon vous, va énormément souffrir, va le plus souffrir de cette crise entre les deux pays? Je l'ignore. Certainement les États-Unis, parce que le Canada a déjà fait connaître ses intentions, là, les Canadiens, pas le Canada, les Canadiens. On n'a pas encore eu d'écho du point de vue des Américains. Tout simplement parce que les menaces ne viennent pas du Canada, les menaces viennent des États-Unis. Donc, on ignore, au moment où on se parle, parce que dans les journaux, il n'y a pas eu de nouvelles à l'effet que de façon systématique, les Américains ne veulent plus voyager au Canada. Ça, ce n'est pas encore connu au moment où on se parle, et là, nous sommes le 30 mars. Par contre, ce qui est connu le 30 mars 2025, c'est qu'il y a des millions de Canadiens qui voyageaient aux États-Unis, qui ont dit on ne voyagera pas aux États-Unis tant aussi longtemps que cette situation conflictuelle créée par le président Trump va être en vigueur. Il y a eu beaucoup d'annulations de voyages beaucoup. Depuis le début de la crise entre les deux pays, notamment des voyages en direction des États-Unis. Et voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui peut profiter à d'autres destinations, comme l'Afrique, par exemple? Bien, je l'ignore. Le Canada étant un gros émetteur. Je l'ignore, mais c'est sûr que, encore là, tout dépend de la crise financière et comment ça va affecter les budgets des familles. Si les budgets des familles sont plus ou moins affectés, mais que les gens ne veulent pas voyager, les Canadiens ne veulent pas voyager aux États-Unis pour des raisons, disons, de conflit, bien là, oui, ils vont voyager. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a des crises, dès que la crise se résorbe, les gens veulent voyager. Hein. On le sait, les statistiques de l'OMT le démontrent. Ça reprend tout le temps. Bon, alors, si les gens gardent leur budget discrétionnaire pour pouvoir faire des voyages, bien effectivement, il y a d'autres destinations qui vont en profiter, clairement. C'est parce qu'il n'y a personne qui est condamné à aller aux États-Unis, hein, comme il n'y a personne qui est condamné à venir où que ce soit. Mais à ce moment-là, tu vas tout de suite choisir une alternative. Comme par exemple, il y a beaucoup de Canadiens qui, l'hiver, voyagent dans le sud. On appelle ça, disons, les snowbirds. Alors, le Sud, là, il y a beaucoup de destinations dans les Antilles, en Amérique latine, en Afrique, qui ont du soleil. Alors donc, ces destinations vont être des destinations de substitution aux destinations soleil aux États-Unis, comme ça, automatiquement. Alors, vous recommanderez, vous qui connaissez déjà l'Afrique, vous recommanderez, par exemple, volontiers le Cameroun aux touristes canadiens? Ben, je ne suis pas agent de voyage, mais par contre, je pense que je peux… Pour avoir connu, pour avoir eu l'expérience. Vous êtes un voyageur. Je peux faire des suggestions personnelles, mais je n'ai pas comme fonction de faire du marketing. Mais par contre, les agences de voyage, tous les réseaux de distribution que vous connaissez très bien, et puis la commercialisation du Cameroun va bien sûr capter ça, ce changement, cette opportunité. Et là, les réseaux normaux qui sont dans la grande distribution, dans le marketing, vont entrer en action. Mais moi, à titre personnel, je ne suis pas dans la distribution, mais à titre personnel, c'est bien sûr que pour mes amis, la famille qui cherchent des destinations d'aventure, de découverte, etc., bien, le Cameroun et d'autres destinations en Afrique peuvent devenir sous leur radar, finalement, comme choix de destination. Que recherche le touriste canadien? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les goûts des touristes canadiens? Vous savez, le Canada, c'est le plus grand pays du monde, le deuxième plus grand pays du monde en termes géographiques. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, c'est un immense pays géographiquement parlant. Donc, il y a, même si la population est petite, là, c'est 40 millions, donc il y a de grandes diversités, donc il n'y a pas un marché canadien. Mais il y a beaucoup de Canadiens qui l'hiver voyagent
vers le sud. Ça, c'est une chose. Donc, autrement dit, des destinations soleil, appelons ça comme ça. Il y a l'été, il y a beaucoup de Canadiens qui ont, depuis des générations, voyagé vers l'Europe parce qu'il y a des vols qui vont vers l'Europe. Il y a... Il y a aussi des liens historiques avec l'Europe aussi. Ça, c'est des grands, oui, mais c'est des grandes traditions de plusieurs générations. Donc, c'était vers les États-Unis, vers l'Europe. L'hiver, ça, c'est l'été. L'hiver, c'est vers des destinations soleil. Maintenant, il y a bien sûr des niches, comme par exemple là, des gens qui veulent voyager autrement, découvertes, intéressés par la culture, le tourisme culturel, le tourisme de découverte, aventure. C'est des niches. Et puis ça existe au Canada. Donc, mais ça, encore là, je pense que les destinations, ça, c'est une des choses qu'ils apprennent automatiquement en faisant une démarche de SMED. C'est à qui on s'adresse et pourquoi les gens viendraient chez nous, etc., etc. Et comment on peut s'y préparer. Donc, mais il n'y a pas une réponse à savoir quel est le marché canadien, comment il se comporte. Il y a de multiples segments dans le marché canadien, disons le segment touristique. Voilà. Et le Canada s'installe progressivement au top des grandes destinations touristiques. Vous suivez l'actualité, François Bédard, et vous avez vécu l'arrivée de Mark Carney au poste de Premier ministre au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je veux dire, il est premier ministre temporairement, là, parce qu'il vient tout juste d'être nommé, puis on rentre immédiatement en élection. Il est premier ministre désigné. Voilà. Oui, voilà. Donc, alors à ce moment-là, on parle de quelques semaines. Là. On ne parle pas d'un premier ministre qui est là ou qui va être là pour 4 ans. Donc, il est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit par rapport, disons, à ce premier ministre. Mais, quel que soit le parti fédéral qui emporte l'élection, là, c'est le 28 avril, je pense que le tourisme va demeurer une priorité pour la simple raison que c'est très créateur d'emplois et c'est une activité qui se retrouve dans toutes les parties du Canada, alors qu'il y a certaines industries qui sont très localisées. Comme par exemple, l'industrie du pétrole, ça va être, disons, en Alberta, dans l'Ouest canadien. L'industrie de l'automobile, ça va être en Ontario, dans le Canada central. L'industrie d'aéronautique, du bois d'œuvre, ça va être au Québec. Donc, lorsqu'on parle de grands secteurs d'industrie, il y en a plusieurs où ils sont localisés. Mais lorsqu'on parle du tourisme, qui est un très grand secteur, c'est le secteur qui est le plus distribué à la grandeur de ce grand pays, donc très créateur d'emplois, beaucoup dans des régions rurales, pas seulement dans les grandes villes. Donc, j'estime que quel que soit le premier ministre ou le parti qui va emporter, le tourisme va demeurer une priorité. Mais on est en pleine campagne électorale et on s'aperçoit que le tourisme ne s'invite pas très souvent sur la table des discussions et des discours des potentiels des candidats en lice pour le poste de Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour l'industrie? En fait, c'est ni inquiétant. En fait, ce n'est pas inhabituel. Le tourisme n'est pas habituellement un des premiers sujets dont on va débattre lors d'une campagne électorale. Ce qu'on va débattre lors d'une campagne électorale, c'est la santé, c'est l'économie en général, et ça va être l'éducation, l'immigration et l'environnement, l'immigration, un pays comme le Canada. Donc, ce sont des grands enjeux sociaux. Parce que, je veux dire, ils n'ont pas le temps de traiter. En fait, c'est d'abord du bien-être. C'est beaucoup du bien-être et c'est beaucoup ce qui touche tous les gens. Donc, lorsqu'on parle de la santé, lorsqu'on parle de l'immigration, lorsqu'on parle du niveau de vie, c'est plus à ce niveau-là. Sauf que cette année, là, il y a quelque chose qui est tout à fait inusité.
à ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive dans les temps modernes au Canada, c'est que le Canada est attaqué par son premier partenaire commercial et son seul et unique voisin, parce qu'on n'a pas beaucoup de voisins. Ça, c'est inhabituel. Alors donc, c'est devenu ce qu'on appelle communément la question de l'urne. Donc, autrement dit, c'est cette question-là qui passe par-dessus toutes les autres en termes d'intention de vote. Ça, c'est très inhabituel. François Bédard, on tend vers la fin de ce programme, de cette émission. Eh bien, parlons des destinations canadiennes pour l'instant. Après la COVID-19, est-ce que vous pensez que le Canada s'est très vite remis de cette situation délicate qu'a traversé le monde, ou alors le Canada est encore en voie de se remettre? Le Canada s'est remis. Les statistiques le démontrent. Il n'est pas unique là-dessus, parce que même au niveau mondial, c'est revenu au niveau après pandémie. Et le Canada ne fait pas exception. Donc, le Canada a tout à fait repris sa vitesse de croisière de pré-pandémie. Qu'est-ce que la COVID-19 aura tout de même modifié dans les habitudes dans l'industrie du tourisme? Disons que, encore là, c'est assez inusité, une pandémie. Les gens, probablement qu'ils ont appris à comment prendre des mesures, disons, pour passer à travers une pandémie, comment on peut se redéployer sur des marchés locaux lorsque les marchés internationaux disparaissent, où il y a eu un impact, je dirais, important, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Je m'explique. C'est que il y a eu presque, en fait, comme le tourisme est arrêté complètement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Donc, ça fait en sorte que les jeunes qui envisageaient peut-être faire une carrière dans le domaine du tourisme sont devenus un petit peu plus frileux. Ils ont dit, oups, je m'en vais peut-être dans un secteur là où, s'il arrive une pandémie, finalement, je perds mon emploi. Ça a créé de l'incertitude sur est-ce que je rentre dans une carrière dans laquelle je vais pouvoir vraiment faire toute ma carrière. Est-ce que je rentre dans l'engouement pour la carrière d'employé de tourisme a chuté. Ça, je crois qu'il y a eu une perte de confiance sur est-ce que je peux vraiment gagner ma vie dans le secteur du tourisme, parce que là, ils ont vu que tous leurs amis avaient perdu leur emploi. Et pendant la pandémie, comme ils ont tout perdu leur emploi, il y en a un certain nombre, il y a eu une perte, parce qu'il y a un certain nombre, lorsque les activités ont repris, qui ont bifurqué vers une autre carrière. Donc, si je regarde l'impact principal et le temps de la reprise, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui recommander aux destinations, que ce soit africaines, européennes ou canadiennes, pour le développement d'un tourisme plus consciencieux, plus responsable, qui pourrait prévenir des catastrophes comme celle de la COVID? Ça, c'est impossible à dire parce que catastrophes comme la COVID, c'est comme toutes les catastrophes, que ce soit la COVID, que ce soit un ouragan, que ce soit... ça, c'est des choses qui sont act of God, comme on dit. Donc, on n'y peut rien. C'est sûr qu'il y a eu plein de comment on reprend suite à une crise. Les crises, elles arrivent quand c'est act of God, on ne peut pas l'éviter. Mais moi, je pense que, encore là, si l'industrie du tourisme, donc les entreprises touristiques, sont bien incarnées dans leur milieu, parce que les catastrophes arrivent, mais la place reste, les communautés restent. Alors donc, si elles sont bien ancrées dans leur milieu, donc pour la reprise après une crise, après une catastrophe, qu'elle soit sanitaire ou disons, au niveau du climat ou quoi que ce soit,
Je pense que ça risque d'être plus facile de repartir si on a un bon ancrage au niveau local et un bon appui au niveau de notre communauté. Donc, autrement dit, l'ancrage dans le milieu, c'est très important. Parliez de tourisme responsable et durable. Toutes les questions reliées à l'environnement, à la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, protection de l'eau, etc., c'est majeur. Et donc, mais encore là, ce n'est pas je dirais, c'est toute la communauté qui doit être partie prenante là-dedans. Et bien sûr, dans la communauté, il y a toutes les entreprises touristiques. Et Dieu sait si le secteur du tourisme est extrêmement sensible à tous ces éléments-là. Une destruction de la biodiversité, ça fait disparaître l'attractivité de la destination. Une pandémie, oui, etc. Mais je dirais qu'on est mieux outillé lorsqu'on est ancré dans sa communauté que lorsqu'on est strictement des activités à l'intérieur d'un pays. Autrement dit, c'est bien sûr qu'il peut y avoir des protections, des politiques qui vont venir au niveau national. Mais votre premier niveau de protection, si vous êtes dans le domaine du tourisme, c'est de vous appuyer sur votre communauté locale. Le Centre mondial d'excellence des destinations, dont vous êtes le directeur général, a-t-il une vision ou alors d'autres ambitions que vous pouvez nous décliner ici avant qu'on se sépare? Comment vous entrevoyez l'avenir de ce centre, du Centre mondial d'excellence destination? Bien, avoir la demande et l'engouement et la prise de conscience que les gens responsables du tourisme dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, disent qu'il faut développer nos destinations au niveau local. Donc, je pense que pour notre centre, comme on s'est positionné à ce niveau-là, qu'il va y avoir une demande qui va continuer à croître dans le temps parce que les gens prennent la mesure de l'importance de ce qu'on parle de tourisme, de parler de destination au niveau local et non pas strictement de parler de destination au niveau national et de grandes pratiques touristiques qui sont des activités, mais le lieu, ce que les Anglais appellent the place. Nous, ce qu'on appelle, en fait, c'est un synonyme. Lorsqu'on parle de destination, c'est comme si on parle d'une ville, d'une commune. C'est juste qu'en tourisme, on va dire une destination. Et au niveau administratif, on va dire une ville, une commune. Mais c'est synonyme. Donc, autrement dit, c'est la collectivité. Et ça, c'est notre positionnement. Et on voit que de plus en plus de régions du monde, de pays, souhaitent effectivement travailler à cette échelle-là parce que le premier sentiment d'appartenance des résidents, des populations, c'est le lieu qu'ils habitent. Donc, ça rejoint tout à fait notre valeur où on dit que le tourisme doit contribuer au bien-être des résidents. Bien, ça s'est peut-être bien travaillé à l'échelle où on retrouve leur premier sentiment d'appartenance. François Bédard, directeur général du Centre mondial d'excellence destination, merci d'avoir accepté cette entrevue à partir d'Ottawa, où nous sommes. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Éco Télévision, la tribune des territoires.